Saisi, on vous donne la parole. On s'excuse de vous retarder quelques minutes. Et merci. C'est bon. Eh bien, donc, un autre sujet, on passe à la diabétologie. Donc, le diabétique de type 2. Place de la nouvelle thérapie par antidiabétique oraux, bien sûr, en diabétologie. Donc, je remercie les laboratoires AstraZeneca d'avoir organisé ce symposium, mais tout ce que je vais dire, ce n'est pas lié aux médicaments, c'est lié aux recommandations. Les recommandations américaines et les dernières recommandations françaises. Vous avez le diabète de type 2. L'arsenal thérapeutique chez le diabétique de type 2 a fort heureusement, alhamdoulilah, évolué toutes ces dernières années. Vous savez, regardez, depuis les sulfamides jusqu'aux années 90, on n'avait pas grand-chose. C'est après les années 90 qu'on a eu les nouvelles insulines, les nouveaux analogues, les nouvelles thérapeutiques antidiabétiques orales, etc. Donc, la diabétologie, elle a évolué ces 10, voire 20 dernières années. Le diabète de type 2, qu'est-ce qu'on traite? On traite une hyperglycémie. Au fait, quand vous traitez votre patient, vous traitez une anomalie physiopathologique. Ça, c'est très important. Le diabétique de type 2, il a une diminution de la résistance à l'insuline. Le diabétique de type 2 a une augmentation de la production de sucre hépatique. Le diabétique de type 2, bien sûr, a son pancréas qui ne fonctionne pas bien. Donc, on a une diminution de la sécrétion, bien sûr, d'insuline par le pancréas et aussi la réabsorption de sucre qui est différente par rapport au sujet non diabétique. Ça, c'est ce qui entraîne chez le diabétique de type 2 une hyperglycémie. On a tout un panier de médicaments aujourd'hui. On a les fameux inhibiteurs de l'alpha-glucosidase, même si des médicaments qu'on n'utilise pratiquement plus, parce qu'on a des médicaments beaucoup plus efficaces qui empêchent l'absorption du sucre au niveau intestinal. On a la fameuse, le tapis rouge, qui est la metformine, aussi les glitazones, qui jouent sur la résistance à l'insuline. Le diabétique de type 2, au fil des années, son pancréas, bien sûr, va s'épuiser. On va le stimuler dans un premier temps par des sulfamides hypoglycémiants, par des glinides, par des gliptines, par des analogues du GLP-1, parce que les inhibiteurs de la DPP-4, les analogues du GLP-1, eux aussi stimulent la sécrétion d'insuline au niveau pancréatique. Sauf que leur stimulation, elle est différente à la stimulation, bien sûr, entraînée par les sulfamides hypoglycémiants. Ce pancréas-là, à un certain moment, il ne va plus répondre. À ce moment-là, on va être obligé de rajouter une insuline, voire carrément passer au schéma comme diabétique de type 1, basal-bolus, chez le diabétique de type 2. Et le dernier né des antidiabétiques, c'est ces médicaments qui vont favoriser l'excrétion urinaire du glucose, donc ils vont éliminer le glucose par voie urinaire, ce sont les inhibiteurs de la SGLT2. Donc, pour répondre à cette hyperglycémie, vous avez beaucoup de médicaments. Le dernier né, c'est ces fameux inhibiteurs de la SGLT2 qui vont agir sur la réabsorption du glucose. Les recommandations de toutes les instances internationales. On parle souvent des recommandations américaines. Les recommandations américaines changent tous les ans. Tout début janvier, on a des nouvelles recommandations américaines. Ces recommandations, et essentiellement les recommandations 2022 qui sont sorties en janvier de cette année, vont répondre à des données d'études cliniques. Pourquoi on change les recommandations ? Parce qu'on a des nouvelles données cliniques qui vont apparaître, qui vont nous dire « Attention, ce médicament est dangereux. Attention, ce médicament, vous pouvez l'utiliser en toute sécurité parce qu'il est neutre vis-à-vis du cœur. Regardez, chers praticiens, il y a des médicaments qui améliorent le cœur, qui améliorent le rein. Donc, les recommandations changent tous les ans. Pourquoi elles changent? Pour répondre, si vous voulez, à ces études cliniques. Les recommandations... On nous a toujours dit depuis des années, oui, metformine. Oui, il faut donner la metformine en première intention. Pourquoi? À cause de l'UKPDS. L'UKPDS, c'est une étude qui nous a démontré que des années après, les patients qui étaient traités par metformine, on a vu chez eux une diminution de la mortalité, contrairement à toutes les autres études. Vous avez même des études qui ont montré l'augmentation de la mortalité, telle que l'étude ACCORD qui a été arrêtée avant terme. Donc, toutes les autres études
ont démontré une neutralité vis-à-vis du cœur. L'étude UKPDS, 20 ans après, elle nous a démontré que les gens qui étaient traités par metformine ont une diminution de la mortalité. Ça, c'est un premier point. C'est pour ça qu'on a toujours placé metformine en première intention. Quelle que soit la molécule que vous donnez à votre patient diabétique de type 2, même les molécules qui ont été retirées du marché, c'est des molécules qui protègent les yeux et les reins. C'est-à-dire, c'est des molécules qui sont bénéfiques sur le plan microvasculaire. Ce qui nous intéresse, oui, le microvasculaire, mais aussi le macrovasculaire. Le risque de faire un AVC, le risque de faire bien sûr, un infarctus. Donc, le macrovasculaire, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Bon, pourquoi? Vous connaissez tous l'étude ACCORD. L'étude ACCORD, c'était une fameuse étude qui a été avant-terme, qui a utilisé la rosiglitazone et qui a, bien sûr, les Américains, ils l'ont arrêté avant terme. Ils ont dit attention, attention, attention. On a constaté ces gens-là, qu'on mettait sous rosiglitazone, une augmentation de la mortalité chez ces gens-là. Et depuis cette fameuse étude de 2007, bien sûr, et depuis 2008, les Américains, pour qu'un médicament puisse être commercialisé chez eux, il faut qu'ils démontrent au moins l'innocuité cardiovasculaire. C'est-à-dire, si vous donnez un médicament antidiabétique, qu'il soit oral ou pas, pour que vous puissiez l'utiliser chez un diabétique de type 2, ce médicament ne doit pas aggraver un état cardiovasculaire existant. Ce médicament doit au moins être neutre vis-à-vis du cœur. Si chez les Américains, vous ne démontrez pas ça, ce médicament ne sera jamais commercialisé aux États-Unis. Et depuis, on a changé notre façon de voir le diabétique de type 2. Regardez les recommandations américaines et européennes. Là, j'associe les deux. En 2012, ils avaient émis une stratégie centrée sur le patient. Chaque patient est un patient à part. Ça, c'est depuis 2012, les Américains et les Européens, c'est leur message, stratégie axée sur le patient. Après, en 2015, oui, quand vous traitez un patient diabétique, vous devez avoir une stratégie centrée sur le patient qui prend en compte le coût, le poids, le risque hypoglycémique, bien sûr, de votre patient. Et regardez, en 2018, les choses ont encore changé. On est tous d'accord. Les Américains et les Européens, oui, une stratégie axée sur le patient, mais cette stratégie, elle doit prendre en compte, en plus de tout cela, le risque cardiovasculaire de votre patient et le risque rénal de votre patient. Et c'est depuis 2018 qu'on a changé notre façon de voir. On dit qu'on a changé notre façon, il y a ce qu'on appelle un changement de paradigme dans la façon de traiter un patient diabétique de type 2. Un patient diabétique de type 2, on ne va pas voir que hémoglobine glyquée, hémoglobine glyquée, hémoglobine glyquée. Je l'ai dit tout à l'heure pour la thyroïde, on ne traite pas des chiffres. Et on ne vise pas des chiffres, on traite des patients. Et un patient, on le traite dans sa globalité. Et aujourd'hui, le diabétique de type 2, on sait malheureusement que plus de 50% d'entre eux vont mourir parce qu'ils vont faire un infarctus ou parce qu'ils vont faire un accident vasculaire cérébral. Donc notre stratégie aujourd'hui, elle est axée sur le cœur et elle est axée sur le rein chez le diabétique de type 2. Quand vous normalisez, quand vous baissez les chiffres d'hémoglobine glyquée de votre patient, soyez sûr que vous allez lui sauver ses yeux et ses reins. Le microvasculaire, on est entre guillemets tranquille. Mais ce qui nous dérange, c'est le macrovasculaire, parce que c'est le macrovasculaire qui va tuer votre patient diabétique de type 2. Est-ce que vous avez déjà vu un patient avec 5 grammes qui va mourir? Mais non. Est-ce que vous avez vu un patient avec 0,6 grammes de glycémie qui va mourir? Non. Est-ce que vous avez ce qui va tuer votre patient diabétique? C'est son cœur ou son cerveau. Donc ça, c'est un message très important. Et l'espérance de vie de votre patient diabétique, surtout quand il a des complications macrovasculaires au-delà de 60 ans, vous lui réduisez de 12 ans son espérance de vie. Donc ça, c'est le diabétique de type 2. Aujourd'hui, le risque cardiovasculaire, le risque de mourir
par un problème cardiovasculaire ou rénal est devenu une priorité chez le diabétique de type 2. C'est pour cela que les recommandations ont changé au fil des années. Regardez les inhibiteurs de la SGLT2 et les analogues du GLP-1 dans l'algorithme thérapeutique du patient diabétique de type 2, leur place elle a changé. Au début, en 2015, on les a introduits dans les recommandations comme étant des antidiabétiques. Donc, oraux pour les inhibiteurs de la SGLT2, injectables pour les analogues du GLP-1. L'année qui suit, on a constaté que c'est des médicaments qui diminuent la mortalité et qui sont bénéfiques pour le cœur. L'année qui suit, etc., pour arriver, bien sûr, à 2021, 2022, et dire que c'est des médicaments qui, en plus des antidiabétiques oraux, c'est des médicaments qui protègent le cœur et c'est des médicaments qui améliorent la fonction rénale et cardiaque de votre patient. Donc ça, ces inhibiteurs de la SGLT2, il est clairement établi que vous ayez un diabète avec maladie cardiovasculaire avérée ou que vous ayez un diabète qui n'est pas encore compliqué, donc que vous soyez en prévention primaire ou en prévention secondaire, c'est des médicaments qui vont réduire les événements cardiovasculaires majeurs, qui vont améliorer la fonction cardiaque de votre patient et améliorer la fonction rénale de votre patient. Ça, c'est scientifiquement prouvé. Ces médicaments, comment ils marchent? Un non-diabétique, son rein filtre en permanence, bien sûr le sang. La filtration journalière, le rein va filtrer 180 grammes, bien sûr, de sucre par jour. Ces 180 grammes qui sont filtrés par le rein ne vont pas partir. Ils vont revenir à la circulation sanguine. 90% va revenir à la circulation sanguine à travers des SGLT2 et 10% à travers les SGLT1. Qu'est-ce qu'ils ont fait, l'industrie pharmaceutique, chez le diabétique de type 2? Ils ont bloqué le SGLT2. Donc, ils ont créé des médicaments qui sont des inhibiteurs de la SGLT2. Donc, quand on veut, bien sûr, ce rein qui filtre le sucre, les 90% qui devraient revenir à la circulation ne reviennent pas à la circulation et se retrouvent éliminés au niveau urinaire. Donc, on va induire une glucosurie en bloquant ces inhibiteurs de la SGLT2. Donc, on va éliminer jusqu'à 65 voire 70 grammes de sucre par jour, bien sûr par voie urinaire, ce qui entraîne une diminution des calories, ce qui entraîne une baisse des glycémies chez le diabétique de type 2. Depuis toujours, jusqu'à ces dernières années, on traite le diabète de type 2 par des médicaments qui passent par ce qu'on appelle un mécanisme insulinodépendant. C'est-à-dire, j'ai un patient diabétique de type 2 chez qui je vais donner de la metformine pour la résistance à l'insuline. Donc, il y a le mot insuline qui sort. Après, mon patient diabétique de type 2, son pancréas ne sécrète pas bien de l'insuline. Donc, je vais le stimuler. Donc, je donne un médicament qui stimule la libération de l'insuline. Après, ça ne marche plus, je vais rajouter de l'insuline. Donc, tout ce que je viens de dire, c'est des médicaments qui agissent par un mécanisme insulinodépendant. Aujourd'hui, on a un médicament qui n'a rien à voir avec l'insuline. On a un médicament qui va agir, entre guillemets, de façon mécanique. Il va bloquer ces inhibiteurs de la SGLT2 pour permettre au sucre de partir au niveau urinaire sans agir ni sur le foie, ni sur le muscle, ni sur le pancréas. Donc c'est un mécanisme qui est mécanique, qui permet l'excrétion du glucose par voie urinaire, donc une élimination de calories par voie urinaire. Les recommandations américaines 2022, et ça, c'est mon message numéro 1. Vous n'êtes pas obligé de lire les diapos. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a écrit dessus. Oui, la metformine en première intention. Dans l'immense majorité des cas, c'est la metformine en première intention. Mais si vous avez un patient qui, son profil cardiovasculaire ou son profil rénal est en première intention, c'est lui qui vous dérange, c'est un inhibiteur de la SGLT2 et ou un analogue du GLP-1 qu'il faut donner. Donc ça, c'est très important. Donc, les recommandations américaines. Quand vous avez un patient
fragile sur le plan cardiovasculaire. C'est un inhibiteur de la SGLT2. Fragile sur le plan de la fonction cardiaque. C'est un inhibiteur de la SGLT2. S'il est artéritique, s'il a de l'athérosclérose, c'est soit un inhibiteur de la SGLT2, soit un analogue du GLP1. Maintenant, aujourd'hui, j'ai un seul message. Baraka Elia. Si vous partez aujourd'hui avec un seul message, je vais être content. On a tous dans l'esprit inhibiteur de la SGLT2, analogue du GLP1, chez les patients qui sont fragiles sur le plan cardiovasculaire. Non, c'est faux. C'est faux. Ce message est faux. On ne garde pas ces médicaments que pour ces gens-là. Les gens qui sont fragiles, oui, ils doivent avoir ce traitement, indépendamment de votre objectif d'hémoglobine glyquée. Mais si, dans les autres situations, chez les gens qui ne sont pas fragiles sur le plan cardiovasculaire, chez les gens qui ont une fonction rénale normale, après la metformine, regardez, si vous voulez minimiser le risque hypoglycémique, en plus de la metformine, vous allez donner soit un inhibiteur de la DPP4, soit un analogue du GLP1, soit une glitazone, soit un inhibiteur de la SGLT2. Ce n'est pas des médicaments réservés que pour. Moi, je ne vais pas attendre que mon patient me fasse un problème cardiovasculaire pour que je lui donne ce médicament. Non, c'est des antidiabétiques oraux qui peuvent venir en première ligne, bien sûr, si j'ai un problème cardiaque. Sinon, c'est qui vont venir après la metformine dans les autres situations. Aussi, si je veux minimiser le poids, je veux faire maigrir mon patient, je vais lui donner après la metformine, là, soit un inhibiteur de la SGLT2, soit un analogue du GLP1, tout en sachant qu'on peut associer les deux. Si je peux minimiser le coût, si c'est le coût qui me dérange, après la metformine, je vais donner soit un sulfamide hypoglycémiant, soit une glitazone. Les glitazones, on ne les a pas au Maroc, mais ce n'est pas parce que mon patient n'a pas les moyens, ce n'est pas parce que mon patient ne peut pas se permettre tel ou tel médicament que je vais le priver. Parce que ce patient-là, oui, il est pauvre, mais sa fonction pancréatique, elle se détériore, lui aussi, au fil des années. Lui aussi, au fil des années, il aura besoin d'un empilement de médicaments. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas se permettre que je vais dire « Ah non, 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 ce médicament, il n'est réservé que pour les riches. » Non, lui aussi, selon les recommandations, si le sulfamide ne suffit plus, je dois lui rajouter à son traitement les autres thérapeutiques. Maintenant, ça, c'est concernant les recommandations américaines. Il y a un problème, ça ne passe plus. Alors, juste il y a un problème informatique, là c'est bon, ça devrait marcher, c'est bon. Donc ça, c'est le résumé des recommandations américaines. Maintenant, la prise de position des recommandations françaises. Les Français, eux aussi, ont émis récemment leurs recommandations. Regardez, c'est beaucoup plus simple. Oui, les Français vous disent metformine en première intention. Si après la metformine, votre patient n'est plus dans les objectifs d'hémoglobine glyquée, qu'allez-vous lui rajouter? Vous allez voir son IMC. S'il a un index de masse corporelle qui dépasse 30, l'idéal, c'est de lui rajouter un inhibiteur de la SGLT2 ou bien un analogue du GLP1. Sinon, c'est un inhibiteur de la DPP4 ou bien un sulfamide hypoglycémiant. Donc, regardez les trois médicaments, inhibiteurs de la DPP4, inhibiteurs de la SGLT2, analogues du GLP1 sont au même niveau. À moindre, le petit carré, c'est pas moi qui l'ai mis, c'est les recommandations qui ont écrit sulfamide en petit, donc c'est pas moi. Donc, moindre, vous allez rajouter un sulfamide hypoglycémiant après la metformine. Et quand vous avez un problème de poids, c'est soit un inhibiteur de la SGLT2, soit un analogue du GLP1. Ça, c'est un patient non contrôlé par metformine, indépendamment de sa fonction cardiaque et de sa fonction rénale. Les Français vous disent, si vous êtes dans une autre situation, si vous avez un patient qui a une maladie rénale avérée, après la metformine, c'est un inhibiteur de la SGLT2 qu'il faut rajouter. Si il ne peut pas l'utiliser ou il y a une contre-indication, à moindre, vous allez utiliser un analogue du GLP1. Si vous avez de l'insuffisance cardiaque qui est là
il faut donner, en plus de la metformine, un inhibiteur de la SGLT2. Si par contre vous avez une maladie avérée d'athérosclérose, c'est kiff-kiff. Vous allez, après la metformine, rajouter soit un analogue du GLP-1, soit un inhibiteur de la DPP-4. Donc ça, c'est les recommandations françaises. Tout ça, il n'est pas venu par hasard. Tout ça est venu suite à des grandes études d'événements. On n'a pas dit « je vais donner ce médicament comme ça ». C'est grâce à des grandes études sur le plan cardiovasculaire des inhibiteurs de la SGLT2 et des grandes études qui ont été menées sur le rein, bien sûr par les inhibiteurs de la SGLT2. Ce pas des médicaments qui datent d'hier. Les inhibiteurs de la SGLT2, c'est des médicaments qui ont plus de 10 ans. Il y en a même qui vont tomber dans le domaine public, qui vont être génériqués. Ce n'est pas parce qu'au Maroc, on les a depuis 2 ou 3 ans que c'est nouveau. C'est des médicaments qui ont plus de 10 ans. Et c'est des médicaments qui en 2015, on avait déjà plus d'1 million de patients traités par cette thérapeutique. C'est nouveau au Maroc, mais ce n'est pas nouveau partout dans le monde. C'est des médicaments qui vont baisser, qui ont démontré leur efficacité, quel que soit le stade auquel vous allez le rajouter, soit en monothérapie, soit rajouter à une metformine, rajouter un sulfamide, un inhibiteur de la DPP-4, rajouter à de l'insuline, quel que soit le stade du patient, bien sûr de son diabète, que vous allez rajouter ce médicament, vous avez une efficacité sur l'hémoglobine glyquée, une efficacité sans risque hypoglycémique. Le risque hypoglycémique, il va être là quand c'est des médicaments qui vont être rajoutés à un sulfamide hypoglycémiant ou à de l'insuline. Si votre patient vous fait de l'hypoglycémie, c'est le sulfamide qu'il faut revoir ou c'est l'insuline qu'il faut diminuer. Mais sinon, si vous les donnez seuls, associés à la metformine ou associés à metformine plus inhibiteur de la DPP-4, donc c'est des médicaments qui ne peuvent pas donner d'hypoglycémie parce qu'ils n'agissent pas par l'intermédiaire de l'insuline. C'est des médicaments qui permettent une perte de poids. Bien sûr, quand vous les rajoutez avec n'importe quel médicament, vous allez gagner en matière de poids. Même chez les gens, malheureusement, l'écran il est décalé, donc je pense que les informaticiens doivent arranger ça. Quel que soit le traitement, même les gens à qui vous avez donné de l'insuline, notre hantise, c'est que le patient prenne du poids. Quand vous rajoutez ces médicaments à des patients qui sont sous insuline, vous allez même gagner en matière de poids. Alors, donc ça, c'est concernant la prise de poids. Alors, c'est bon? Alors, je vais continuer. Donc, concernant, bien sûr, on a parlé de la prise de poids. Le médicament commercialisé au Maroc par les laboratoires AstraZeneca, c'est la dapagliflozine. C'est le fameux Forxiga. Alors, je vais y aller rapidement. Donc, le nom c'est bien sûr DCI. Le nom, c'est la dapagliflozine. Le nom commercial, c'est le Forxiga. Donc, je vais y arriver. Et on est là. On est arrivé là. Donc, bien sûr, oui, il y a un risque d'infection beaucoup plus génitale que d'infection véritable urinaire. Donc, le risque qu'il y ait une pyélonéphrite est extrêmement rare. Quand vous avez de l'infection urinaire ou de l'infection génitale, ce n'est pas une contre-indication, ou bien ça ne vous pousse pas à arrêter le traitement. Il faut traiter l'infection génitale ou l'infection urinaire. Donc là où vous allez arrêter le traitement, c'est quand vous avez une pyélonéphrite, mais c'est quelque chose d'exceptionnel, de rare. C'est des médicaments qui ont démontré leur innocuité vis-à-vis, bien sûr, du cœur, vis-à-vis des reins, etc. Au contraire, ils améliorent tout cela. Alors, la dapagliflozine et fonction rénale, et bien surtout, ne la donnez pas avec les diurétiques de l'ANS. Vous pouvez l'utiliser avec tous les autres diurétiques. C'est des médicaments qui vont entraîner une diurèse. Donc, quand vous avez quelqu'un qui est sous l'Azilix, par exemple, non, on ne doit pas associer le Lazilix et le Forxiga et la dapagliflozine. Bien sûr, en pratique, c'est des médicaments que vous pouvez donner à n'importe quelle étape, bien sûr, de vie
chez un patient diabétique de type 2. Vous pouvez le donner en monothérapie au début de la maladie, au cours de l'évolution, en bithérapie, en trithérapie, ou même chez les gens qui sont insulinés, quelle que soit l'étape ou quel que soit le stade auquel est arrivé le diabétique, que ce soit au début, que ce soit au milieu, ou déjà un diabétique de type 2 sous insuline, vous pouvez rajouter ce médicament. Il peut être associé à toutes les thérapeutiques qui existent sur le marché. Il y a un seul dosage, il y a un seul comprimé, il n'y a pas d'adaptation posologique. C'est un comprimé de 10 mg de dapagliflozine. Oui, il a été décrit que comme quoi, chez les gens qui ont une insuffisance hépatique sévère, on peut donner la moitié d'un comprimé le temps on voit est-ce que le patient va le tolérer. Une fois que la tolérance elle est là, il faut passer à un comprimé complet, c'est-à-dire les 10 mg de dapagliflozine en cas d'insuffisance hépatique sévère. Sinon, dans les autres situations, il n'y a pas d'adaptation posologique. Au Maroc, l'AMM, on a le droit de le démarrer quand vous avez un débit de filtration qui dépasse 60. On peut en parler si vous voulez à la fin. L'hémoglobine glyquée, oui, c'est des médicaments qui sont efficaces sur l'hémoglobine glyquée. Si votre patient vous fait une hypoglycémie, cette hypoglycémie n'est pas liée à ce médicament. Elle est liée aux médicaments associés. S'il a un sulfamide, je revois bien sûr mon traitement par sulfamide. S'il a de l'insuline, je revois mon traitement bien sûr par insuline. C'est des médicaments qui améliorent la pression artérielle essentiellement systolique. Donc quand vous avez un patient diabétique sous antihypertenseur parfaitement bien contrôlé, votre patient risque de vous faire des hypotensions. Ce n'est pas le médicament qu'il faut revoir. Il faut revoir à la baisse votre traitement anti-hypertenseur. Donc ça, c'est concernant l'hypertension. Les conseils à donner à votre patient, comme c'est des médicaments qui vont augmenter la diurèse, il faut dire à votre patient, s'il vous plaît, ces 15 premiers jours, quand vous allez commencer ce traitement, vous allez voir que vous allez uriner beaucoup. Cette polyurie, elle va s'estomper avec le temps. Au bout de 15 jours, bien sûr, il ne va plus avoir cette envie d'uriner en permanence. Il faut juste avertir le patient pour qu'il n'ait pas peur. Mais si il prend le médicament, il va aller aux toilettes tout le temps, bien sûr, aller uriner. Non, il faut juste avertir le patient. C'est des médicaments qui vont augmenter la diurèse, donc il faut bien s'hydrater. Il faut dire au patient de boire un peu plus, bien sûr avoir une bonne hygiène, essentiellement chez la femme pour qu'elle ne développe pas de mycose, parce qu'on va éliminer le sucre par voie urinaire. Donc on va induire une glucosurie. Donc cette glucosurie, que vous le savez très très bien, les bactéries, les champignons, vont émettre tout ce qui est milieu sucré, donc ils risquent de se développer. Il faut juste une bonne hygiène. Et il faut un examen des pieds tous les ans. Mais au fait, ça, on le fait chez tout le diabétique. Pourquoi on parle des pieds? Parce que avec la canagliflozine, qui n'est pas commercialisée au Maroc, on a observé un risque d'augmentation d'amputation. Mais c'est un effet propre à la canagliflozine. C'est quelque chose qui n'a pas été observé ni avec la dapagliflozine, ni bien sûr avec l'empagliflozine. Donc ça, c'est les conseils à donner à vos patients. Juste pour conclure, donc il me reste 1 minute, juste pour conclure, aujourd'hui, on a modifié, on a changé notre façon de voir. On n'est plus sur hémoglobine glyquée, hémoglobine glyquée, hémoglobine glyquée. On a changé notre façon de voir le diabétique de type 2 et aujourd'hui, on cible la protection cardiovasculaire et la protection rénale de nos patients diabétiques de type 2. Je vous remercie. Merci infiniment, professeur. Je laisse une seule question pour la salle. Après, j'aimerais bien vous annoncer que professeur Ben Azzouz, comme ils ont le congrès des gastro à Marrakech, pour éviter son déplacement jusqu'à Tanger, on a préféré de faire Zoom avec lui. Il va être avec nous en Zoom après le post-café. Et je vous avertis, c'est un très bon sujet. J'aimerais bien que vous assistiez. La question que vous avez posée, qui veut poser une question à Dr Taziehtman? Oui.
Alors, c'est un comprimé le matin. Alors, non. Alors oui, pour être avec l'AMM marocain, il faut que votre patient ait une créatinine, une clairance de la créatinine qui dépasse 60. Ça, c'est juste pour l'AMM marocain. Donc, s'il a une clairance qui dépasse 60, vous avez un patient, vous voulez le rajouter après la metformine, donc c'est en fonction de son hémoglobine glyquée, vous voyez que la metformine ne suffit plus, vous voulez passer à la bithérapie, vous le donnez le matin, bien sûr, avant ou après le repas, c'est peu importe. Donc c'est en fonction de l'hémoglobine glyquée et de la créatinine de votre patient. Donc si vous avez un patient qui a, par exemple, metformine, inhibiteur de l'ADPP4, plus sulfamide, et vous voulez rajouter ce médicament, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas contrôlé sur le plan d'hémoglobine glyquée. Donc, vous le rajoutez en toute sécurité sans rien toucher. Mais si votre patient commence à vous faire des hypoglycémies, là, à ce moment-là, vous réduisez le traitement par sulfamide hypoglycémiant. Maintenant, si votre patient est diabétique de type 2, il a thérapie antidiabétique orale avec en plus une insulinothérapie basale, moi, ce que je fais, quand je démarre ce traitement parce que l'équilibre de mon patient n'est pas correct, en général, je réduis ma dose de basale de 20%. Mais les recommandations vous disent, ne touchez pas votre basale, gardez-la, rajoutez ce médicament. Si jamais votre patient vous rapporte des hypoglycémies, là, vous réduisez votre dose d'insuline basale. Et tout dépend de l'hémoglobine glyquée. S'il vous plaît, est-ce que ce médicament a une place chez la femme enceinte? Ah non, non. Vous savez, tous les aucun antidiabétique oral n'a d'AMM chez la femme enceinte. Aucun antidiabétique oral, même pas la metformine. Aucun. Je vous remercie infiniment. Je vous en prie. Vraiment, vous avez donné de votre cœur tout ce que vous avez. Et tous les médecins généralistes sont fiers de vous. Merci. Parce que vous êtes un généreux. Merci. Vous donnez et vous donnez. Et on vous remercie infiniment. Merci.